Alors, il y a un autre mécanisme qui s'est ajouté à celui-là, c'est ce mécanisme du sevrage que j'ai déjà évoqué à propos de la cuisson des aliments. Pour faire simple, une femelle chimpanzé a un petit tous les 4-5 ans et elle va l'élever seule. Elle va le nourrir et le sevrage de ce petit chimpanzé va intervenir très tard, vers 4 ans. Chez d'autres espèces de grands singes, les orang-outans par exemple, c'est 6 ans. Donc ça dure très très longtemps. Et au bout de ce sevrage, le petit chimpanzé ou le petit orang-outan, il aura un cerveau qui a la taille d'un cerveau adulte et il sera autonome. Il sera capable de se débrouiller pour trouver de la nourriture. Alors il vivra dans un groupe bien sûr, mais il peut se nourrir tout seul. Chez les hommes, on a un schéma très différent. C'est-à-dire que les enfants humains sont sevrés beaucoup plus tôt que les petits de grands singes. Dans la plupart des sociétés traditionnelles, c'est quelque part entre 2 ans et demi et 3 ans. Et bien évidemment, à 2 ans et demi, 3 ans, ce petit homme, d'abord, il n'a pas acquis un cerveau d'adulte, il a encore devant lui une croissance en volume et en maturation qui va durer très très longtemps. Il n'est pas du tout autonome à 2 ou 3 ans, il est complètement dépendant des adultes. Et pourquoi tout ça, vous me direz? Eh bien, c'est très simple, parce que la mère, en interrompant, alors ce n'est pas juste une décision de sa part, c'est un mécanisme biologique où l'enfant lui-même devient plus ou moins tolérant au lait maternel chez les mammifères. Dans le fond, en ayant un sevrage beaucoup plus tôt, eh bien, la mère peut partager le fardeau énergétique du développement de ce cerveau d'enfant, du développement de cet enfant, avec d'autres. Pourquoi? Parce que l'enfant peut consommer des nourritures solides, et donc le père, le grand-père, la grand-mère, des adultes qui sont absolument, étrangers à ce petit, peuvent contribuer à sa croissance en apportant de la nourriture. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait particulier. Si on regarde ce qui se passe chez un chimpanzé en termes de consommation d'énergie et en termes d'extraction d'énergie de l'environnement, voilà la consommation d'énergie d'un chimpanzé au cours de sa vie, et voilà l'énergie qu'il extrait de l'environnement. Ce sont 2 courbes qui se superposent, c'est-à-dire qu'un chimpanzé extrait ce dont il a besoin. Et puis, ça se termine quand il meurt. Chez des hommes, on a une courbe qui est complètement différente. Alors voilà la consommation d'énergie d'un chasseur-cueilleur au cours de sa vie. Alors vous voyez qu'il consomme beaucoup plus que le chimpanzé. Je vous rappelle ce que je vous ai dit à propos du métabolisme basal humain qui est très élevé. Mais maintenant, en termes d'extraction de l'énergie de l'environnement, voilà la courbe. La courbe, c'est une courbe qui vous montre que jusqu'à la fin de l'adolescence, les individus extraient très peu d'énergie de l'environnement, donc ils sont bénéficiaires nets de ce que leur apportent les autres membres du groupe. Et puis ensuite, quand ils vont être adultes, ils vont extraire de l'environnement à peu près 2 fois plus d'énergie que ce dont ils ont besoin. Et cette énergie, elle va être redistribuée vers les jeunes en développement et aussi vers les personnes âgées. Vous voyez que bien avant les allocations familiales et la retraite, même dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, on a en fait des sociétés de partage, et c'est quelque chose qui est tout à fait particulier aux êtres humains. Alors ça a été étudié par des tas de chercheurs de différentes façons. On a par exemple observé que dans les groupes de chasseurs-cueilleurs où les hommes, enfin le partenaire, le père si vous voulez, participent plus à la nutrition des enfants, l'intervalle entre les naissances baisse dans ces groupes-là. C'est-à-dire que, dans le fond, plus les hommes participent et plus le sevrage peut intervenir tôt et plus les femmes peuvent avoir d'autres enfants. Alors tout ça, évidemment, ça aboutit à une fertilité qui est beaucoup plus importante chez les hommes que chez les chimpanzés. Et d'ailleurs, il y a beaucoup plus d'hommes que de chimpanzés. C'est assez paradoxal parce que les femmes rentrent dans la reproduction
beaucoup plus tard que les femelles chimpanzés, à cause de tout ce que je vous ai raconté, sur une espèce de retard de croissance, d'extension dans le temps du développement des hommes. Mais elles rentrent beaucoup plus tard, mais alors elles se rattrapent après. Et non seulement elles peuvent avoir un intervalle entre les naissances qui est beaucoup plus rapproché que les chimpanzés, mais il y a aussi autre chose qui se produit, qui est très différent de ce qu'on a chez les chimpanzés, c'est que, alors vous avez les autres là derrière, le grand-père, le père, la grand-mère, tout ça, qui évidemment alimentent tout ça. Et ce qui est particulier aux sociétés humaines, c'est que je vous ai expliqué que les femelles chimpanzés avaient un petit à la fois, mais dans les sociétés humaines traditionnelles, typiquement, les familles comportent plusieurs enfants d'âges différents et qui sont tous à des degrés divers dépendants des adultes. Et tout ça, dans le fond, c'est quelque chose qui crée une société humaine comme celle à laquelle nous sommes habitués. Et vous voyez que tout ça, dans le fond, se ramène à des histoires d'énergie, de cerveau et de métabolisme basal.